Voilà, bonjour à tous, mon nom est Vincent de Noël, je suis le titulaire de ce cours d'analyse des structures 1. Et cette vidéo donc, est le début d'une série de vidéos que vous pouvez regarder pour en apprendre davantage sur l'analyse des structures. Donc analyse des structures 1, c'est un cours qui est donné à l'université de Liège depuis plusieurs années, sous le code GCIF 0607. Et c'est un cours qui est donné à des étudiants de Master 1 en génie civil ou en ingénieur des constructions. Alors, vous voyez ici qu'on utilise les versions 2026-27 de ce cours. Cette version est tout à fait compatible avec les versions qui sont données depuis plus d'une dizaine d'années par moi-même et encore dans le passé par mes anciens collaborateurs, anciens collègues. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par les mises à jour du document, elles sont exclusivement disponibles via eCampus, qui est la plateforme utilisée par l'Université de Liège. Et ce cours est donc supposé couvrir un cours qui est organisé tous les lundis du premier quadrimestre dans l'après-midi. La présence au cours est obligatoire et je vous rappelle, vous pouvez consulter votre horaire sur le calendrier partagé CEL4 qui vous indique en plus les échéances relatives au cours, présence d'interrogation, etc. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver au bâtiment B52-3 au premier étage. Idéalement, c'est mieux de m'envoyer un email à cette adresse mail pour faire un rendez-vous avant de vous présenter à mon bureau. Et alors aussi, nous aurons Juliette Zéoli qui sera assistante du cours. Son bureau il est situé juste à côté du mien. Vous pouvez également la contacter par email. Alors, les objectifs du cours, donc c'est un cours à 5 crédits. Donc, comme vous le savez, en début de cours, c'est toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil aux engagements pédagogiques sur Mahu Liège. Et donc, voici comment la note finale se répartira entre les différentes évaluations du cours. Un travail personnel pour un total de 20% de la note finale, des interrogations pendant l'année pour un total de 20% de la note finale, et un examen écrit pour un total de 60% de la note finale. Alors, on insiste clairement dans l'engagement pédagogique qu'il est nécessaire de pouvoir déterminer des solutions dans une structure isostatique. Donc l'isostaticité, c'est quelque chose que je ne veux pas spécialement détailler complètement dans le cadre de ce cours, on en reparlera évidemment un tout petit peu, mais l'analyse de structure isostatique est un prérequis pour faire l'analyse de structure hyperstatique que nous allons étudier dans le cadre du cours. Donc évidemment, vous allez vous rendre compte très rapidement qu'il est nécessaire de pouvoir le faire. Si vous jugez que vous n'êtes pas capable de le faire, entraînez-vous un tout petit peu et développez ces compétences absolument, sinon ce sera compliqué de s'en sortir dans le cadre du cours ici. Voilà, alors donc le cours est un cours à 5 crédits. Vous savez qu'un cours est évalué, un crédit est évalué à environ 30 heures. Donc 5 crédits à 30 heures, ça fait 150 heures au total. Et la proposition de ventilation qui est reprise ici consiste à dire qu'on a un cours soit en présentiel, soit en distanciel à l'aide de podcasts, comme c'est certainement le cas lors de ce premier cours, donc où nous aurons 13 semaines de 4 heures, donc 52 heures. Je compte que pour les interros, vous devez vous préparer nécessairement. Vous voyez ici, je compte 15 heures de préparation. Ça fait 2 grosses journées complètes de préparation et l'expérience montre que c'est vraiment nécessaire de bien se préparer pour les interros. Alors, il y a un petit peu de travail à domicile sur le projet. On vous laisse un tout petit peu de temps pour travailler sur le projet pendant les heures de cours, mais le gros peut être réellement fait en dehors de la classe. Et donc, je compte ici au total une 30aine d'heures pour développer le projet et préparer un petit rapport. Pour l'examen, je compte 3 jours de préparation, plus le développement de l'examen, encore une 30aine d'heures. 3 jours, voire éventuellement 4 journées, si vous faites peut-être des journées un petit peu plus légères. Voilà, et donc, pour les projets et les interros, on a donc au total 30 heures sur les 150 qui sont comptées, ce qui explique pourquoi je valorise ça à 20% de la note finale. D'accord, donc 20%, 20%, 60%. J'aime bien de compléter aussi chaque année qu'il y a un petit système de compensation, donc je veux que vous soyez capable de me démontrer que vous maîtrisez les méthodes. Si par exemple à l'examen, à l'interro pendant l'année, il arrive que vous échouiez sur une des matières, si vous démontrez à l'examen que la matière est bien réussie, on peut partiellement fermer les yeux sur un résultat partiel donc de l'interro, puisque vous arrivez à démontrer que vous êtes prêt au minimum le jour de l'examen. Ok ? Ceci ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les interros, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir déjà engranger des points et montrer que vous êtes capable d'engranger la matière.
Alors donc, en termes de référence, il y a des notes de cours qui s'intitulent Analyse des structures 1 que j'ai rédigé. Le syllabus est disponible à la centrale des cours, donc vous pouvez simplement cliquer sur le lien ici et vous allez arriver à la centrale des cours. Il s'agit d'un syllabus qui comporte environ 300 pages, qui s'organise en différents chapitres. Vous voyez les théorèmes fondamentaux et introduction, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans cette première séance de cours. Ensuite, on a la méthode des forces, la méthode des déplacements, la méthode des rotations, la méthode de Cross. Et ensuite, on a un chapitre qu'on peut potentiellement étudier avant, c'est la théorie des lignes d'influence. Et un autre aussi qu'on peut intervertir, c'est l'analyse plastique. Donc ces deux chapitres sont un petit peu atypiques et peuvent être vus a priori n'importe quand dans le process, puisqu'ils ne requièrent pas de prérequis d'autres méthodes qui sont des méthodes cinématiques ici, ou bien de la méthode des forces, qui est une méthode d'analyse directe, comme on le verra dans les prochains cours. Voilà, donc ce fascicule est disponible à la centrale des cours. Il est relativement long et détaillé. Si vous passez rapidement à travers ce document, vous voyez que vous allez retrouver un petit peu plus d'illustrations et un peu plus d'explications par rapport au contenu des DIA. Je le recommande réellement et je pense que c'est vraiment une très très bonne lecture pour compléter tout ce que vous allez pouvoir trouver comme information lors des cours théoriques ou bien dans ces podcasts. Donc n'hésitez pas à repasser dans le document. Il devrait pouvoir répondre à peu près à toutes vos questions. Et donc, la table des matières, on vient de la passer assez rapidement. Donc vous voyez, on a l'analyse élastique des structures, comme je viens de l'indiquer, et puis les deux chapitres qui sont un petit peu plus atypiques, donc les lignes d'influence et l'analyse plastique qui suivent après. On va simplement, dans le cadre du cours ici, en faire une étude linéaire, en partant du début jusqu'à la fin. On a une répartition ici donc, de ces différentes séances de cours sur l'agenda. Vous voyez qu'aujourd'hui, le 14 septembre, on va travailler essentiellement tout ce qui est théorème, donc la première partie du cours, et nous attaquerons la méthode des forces dès la semaine prochaine, le 21 du 9. Dans les trois colonnes, vous retrouverez ici des heures de théorie qui sont comptées avec un nombre d'heures de théorie. Donc une après-midi de 4 heures va comporter à la fois de la théorie, mais également des séances d'exercice. Et vous voyez que la somme de ces deux nombres, si elle n'est pas égale à 4, signifie qu'en plus, vous aurez une interrogation ou bien un petit peu de temps réservé en classe pour travailler sur votre projet. D'accord, on a deux interros très importants, une sur la méthode des forces et puis une autre sur les méthodes cinématiques qui viendront le 19 octobre et le 30 novembre. Vous devriez, si ce n'est pas déjà le cas, vous devriez les voir dans votre agenda CEL4 avec toutes les échéances liées au cours. Ok, alors, donc sans tarder, les objectifs du cours simplement consistent à déterminer des diagrammes MNV dans des structures et a priori des structures hyperstatiques. On voudrait aussi pouvoir calculer des déplacements dans les structures qui sont finalement un petit peu les deux objectifs principaux d'un ingénieur des structures ou un ingénieur des constructions qui doit dimensionner des structures de bâtiments, de ponts ou de soutènements, peu importe. Et donc vous voyez l'exemple qui est représenté ici en dessous, représente un exemple de structure en portique qui est soumise à deux charges horizontales plus des charges uniformément distribuées sur les planchers. C'est le type de structure qu'on doit être capable de pouvoir analyser quasiment à la main, je dirais, à l'issue d'un cours comme celui-ci. Et donc, par exemple, pouvoir esquisser assez précisément le diagramme des moments en calculant les moments caractéristiques aux différents endroits les plus importants de la structure et pouvoir aussi esquisser la déformée de la structure. Alors, l'objectif du cours ici, évidemment, n'est pas de dupliquer tout ce qu'on pourrait calculer aisément et facilement en quelques clics à l'aide d'un logiciel. Évidemment, depuis l'avènement de l'ordinateur ou depuis le développement massif de l'utilisation de l'informatique depuis les années 1990 et au-delà, on n'a plus vraiment besoin de devoir calculer une structure à la main. Ceci dit, quand on est capable de le faire, vous allez comprendre que ça va vous permettre non seulement de comprendre le comportement des structures, ça va vous permettre aussi de pouvoir déterminer de manière assez simple, dans certains cas, des solutions analytiques, qui sont des solutions analytiques qui, lorsqu'elles sont connues, permettent de déterminer énormément de solutions d'autres problèmes qui sont plus complexes. Avoir une solution analytique, je veux dire en tant que formule à un problème, permet également de réaliser une étude paramétrique rapidement. Effectivement, au lieu de varier des paramètres de manière numérique et puis de répéter un grand nombre de fois une analyse numérique, si vous avez une solution analytique en forme close, vous voyez directement l'influence de chacun des paramètres dans la solution qui vous intéresse.
Voilà, et donc en plus de ça, donc les différentes méthodes qu'on va utiliser, donc essentiellement la méthode des forces, et puis ensuite les méthodes cinématiques comme la méthode des déplacements vont nous permettre réellement de comprendre le comportement des structures. On se limite essentiellement dans le cadre du cours ici à l'étude des structures qui sont des structures formées de barres, ou des éléments de treillis, des barres de treillis, et des poutres, la plupart du temps rectilignes. Et on se limite aussi à des problèmes 2D. Ceci dit, tout ce que je raconte dans la méthode des forces ou des déplacements pourrait être assez rapidement ou facilement extrapolé à du tridimensionnel. Alors, la différence essentielle entre une structure isostatique et une structure hyperstatique, c'est que dans une structure hyperstatique, on a une coexistence de systèmes porteurs. Et on a un principe de base qui est vraiment très très important qui dit dans une structure hyperstatique, la raideur appelle l'effort. Ok, donc pour être complet, si vous voulez, ici on pourrait écrire dans une structure hyperstatique et ne pas sortir ce principe dans autre chose qu'une structure hyperstatique. Alors, qu'est-ce que j'entends par coexistence de systèmes porteurs ? Imaginez simplement que si on avait un système de 3 barres comme ceci qui sont fixées à un plafond avec des longueurs chacune différentes. Pour rendre le système simple, vous voyez, j'ai pris les 2 barres inclinées de même section droite. E, c'est le module de Young. A, c'est la section droite de la barre. Et on a une barre verticale avec une raideur qui potentiellement peut être différente parce que la section droite est A2, mais aussi parce que la longueur de la barre est différente. Eh bien, donc si on voulait analyser ce système-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est un treillis, on peut utiliser la méthode des coupes pour l'analyser. Donc je vais faire une coupe comme ceci. En faisant une coupe comme ça, j'extériorise 3 efforts, F1, F1 et F2. Et on pourrait être tenté donc d'écrire que l'équilibre vertical de ce nœud doit être satisfait. Et pour ça, on a les 2 projections de F1. Donc si je projette F1, je vois bien que les 2 projections horizontales se compensent, donc l'équilibre horizontal est bel et bien satisfait. Par contre, j'ai aussi 2 composantes verticales qui sont les projections de F1, auxquelles je dois ajouter F2, et tout ceci doit équilibrer W. Malheureusement, j'ai trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations disponibles. On pourrait être peut-être juste un tout petit peu plus précis. Si j'appelle l'angle alpha ici, l'équation à laquelle on arrive serait donc 2 fois F1 fois le sinus de alpha plus F2 égale W. On a une équation pour 2 inconnus, F1, F2. Donc on n'est pas dans la... On n'a pas la possibilité de pouvoir résoudre ce système et on est donc dans l'impossibilité d'analyser sur base d'équilibre statique tous les efforts qui se trouvent à l'intérieur de cette structure. C'est la raison pour laquelle on peut conclure que la structure n'est pas isostatique, mais qu'elle est hyperstatique. Alors pourquoi est-ce qu'on a une coexistence de systèmes porteurs ? Parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir ce système de 3 barres comme étant la superposition, ou la composition plutôt, de 2 systèmes différents. Un avec uniquement les 2 barres inclinées, et un autre avec uniquement la barre centrale inclinée. Alors j'appelle ces 2 systèmes des systèmes isostatiques, parce que dans ces 2 systèmes-là, sur base d'équations d'équilibre, on est capable de déterminer les efforts intérieurs. Effectivement, dans le premier, on a bel et bien un treillis qui est en équilibre. Si j'extériorise F1 et F1, W1, qui est une partie du poids qui est porté par ce système porteur, bien je vais simplement écrire que 2F1 fois le sinus de l'angle alpha, qui est connu par géométrie, on suppose qu'il ne change pas, puisqu'on est en analyse élastique au premier ordre, et donc on détermine les efforts internes sur base d'un équilibre dans la configuration initiale, donc alpha est connu. On peut résoudre cette équation-là, dont la seule inconnue est F1, pour autant qu'on connaisse W1. D'accord ? Donc si W1 est connu, ce treillis, on peut l'analyser de manière identique. Le deuxième treillis, on pourrait argumenter qu'il n'est peut-être pas isostatique, effectivement. Si on avait une charge horizontale transversale ici au nœud 1, par exemple une charge horizontale appliquée comme ceci, le treillis ne pourrait pas se trouver dans cette configuration d'équilibre et il se mettrait évidemment à tourner avec un angle qui est un angle indéterminé. Donc c'est bien le témoignage d'un mécanisme. Okay, cependant, pour la sollicitation qui est représentée ici, je vais dire que la structure est isostatique. Effectivement, pour la sollicitation bien particulière qui est représentée ici, eh bien en fait la barre, elle peut se trouver en équilibre
La réaction verticale au-dessus vaudra simplement W2, il n'y a pas de réaction horizontale, et on voit qu'on a ici une barre qui est simplement tendue, elle est en équilibre, on a réussi à déterminer l'effort intérieur. Effectivement, si je voulais déterminer l'effort intérieur, je fais une coupe dans la barre, à n'importe quel endroit, ici, j'extériorise l'effort axial dans la barre N, et je trouve que N est égal à W2. Ok, donc je suis capable de déterminer à nouveau les efforts dans toutes les barres, la seule et unique barre, donc la structure est isostatique. Donc pour autant que W2 soit connu, je peux l'analyser, et la première aussi, pour autant que W1 soit connu, je peux l'analyser. Alors, si je peux analyser la structure, ça veut dire que je peux déterminer le déplacement delta 1 et je peux déterminer le déplacement delta 2. On a rappelé tout à l'heure qu'il était essentiel de pouvoir analyser des structures hyperstatiques, ça veut dire à la fois déterminer les efforts à l'intérieur de la structure, mais également pouvoir déterminer des déplacements. On en parlera tout à l'heure. D'accord, donc je peux calculer delta 1 et delta 2. Alors quand je vois la structure initiale comme ceci, comme une superposition de deux systèmes porteurs, eh bien en fait il faut la voir exactement comme si c'était une composition de un système porteur. Bon, ce serait difficile, j'aurais envie de le représenter en 3D pour mieux visualiser. Donc on a un premier système porteur comme ceci. Et en fait c'est un peu comme si juste devant ce système porteur, c'est un peu comme si on en avait un autre. Et si vous voulez, imaginez un autre système porteur qui est celui-là. Ils sont tous les deux juste l'un derrière l'autre. Et quand on les regarde d'ici, en fait, on les voit tous les deux l'un derrière l'autre. D'accord ? Ici, on les voit tous les deux l'un derrière l'autre. Celui-là est un petit peu devant, imaginez-le par la pensée. Imaginez qu'il est détaché du premier. D'accord ? Donc c'est celui-ci. Et l'autre, ou le premier si on veut, est celui-là, et il se trouve juste derrière. Alors évidemment, si on regarde le problème comme étant une collection de deux problèmes isostatiques, qui sont complètement distincts, on est capable de les analyser tous les deux. Mais ça ne représente pas la réalité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le nœud qui se trouve ici en dessous est un nœud qui est commun dans les deux cas. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme si les deux rotules qui sont dessinés en bas ici à gauche, c'est un peu comme si ces deux rotules étaient connectés par un élément très rigide qui les force à descendre de la même quantité. Donc il nous faut absolument delta 1 égale delta 2 par continuité de la matière. D'accord ? Donc en imaginant que les deux systèmes porteurs sont déconnectés, j'ai déconnecté la matière, mais en réalité j'ai envie de la reconnecter. Et donc je veux imposer que le déplacement delta 1 et delta 2 doivent absolument être les mêmes. C'est une relation de compatibilité. Et qu'est-ce qu'on doit dire aussi ? On doit dire aussi que si on avait décidé d'attribuer ou d'associer au premier système porteur une charge W1 et au deuxième système porteur une charge W2, eh bien au total, l'ensemble de ces deux charges doit correspondre effectivement à la charge totale qui est imposée, donc c'est-à-dire W. Et donc on se retrouve ici finalement avec un ensemble de deux équations, une équation d'équilibre exactement comme ce qu'on avait avant, sauf qu'à cette équation d'équilibre, maintenant on a réussi à ajouter une équation de compatibilité. Ok, donc si W1 et W2 ne sont pas inconnus, peu importe, on peut remplacer W1 et W2 ici par leur expression en fonction de F1 et de F2, ou bien N que j'ai noté N ici. Et pareil, delta 1 et delta 2, on peut déterminer delta 1 et delta 2 en fonction de leur expression de F1 et de F2. Donc on se retrouve bien qu'un système de deux équations, deux équations à deux inconnus. Ok, et donc, dans un système hyperstatique, premier message, on va devoir, en plus des équations d'équilibre, on va devoir utiliser des équations de compatibilité. Ça, on le verra très très bien dans la méthode des forces. Mais en plus de ça, on a toujours une compétition entre plusieurs systèmes porteurs. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. Vous arriverez à comprendre le fonctionnement d'une structure hyperstatique si vous arrivez à déterminer l'existence des deux systèmes porteurs qui sont en compétition dans cette structure hyperstatique. Et parmi ces systèmes porteurs qui coexistent dans une structure hyperstatique, quand on dit que la raideur appelle l'effort, d'accord, c'est notre motto qui reviendra régulièrement, notamment dans la méthode des forces. Mais ça dit quoi ? Ça dit que ces deux systèmes porteurs sont potentiellement
plus ou moins raide. Alors, imaginons que le premier système porteur ici soit déterminé avec un certain EA. Et puis, je vais étudier ensuite deux cas limites. Je vais étudier le cas limite où la raideur verticale de cette barre-là est soit très petite, soit très grande. Bien, si la raideur verticale de la barre verticale ici est très très grande, ça veut dire qu'elle ne se déforme pas. Ça veut dire que le delta 2 va être très très petit. Mais delta 2 doit être égal à delta 1, obligatoirement. Donc pour que delta 2 soit égal à delta 1, sachant que delta 2 aurait une propension à être très faible parce que cette barre est très raide par rapport à l'autre barre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort qui sera nécessaire pour générer un delta 2 qui soit compatible ou égal avec le delta 1 qui est là-bas, cet effort doit être proportionnellement grand. Et donc, delta W2 sera plus grand que W1. La partie de l'effort extérieur qui est portée par le mécanisme très raide est proportionnellement plus importante, donc la raideur appelle l'effort. Ok, le raisonnement est exactement le même si on suppose que la barre ici est très molle. Imagine un élastique très fin qui est tendu à partir d'un plafond alors que les barres inclinées sont par exemple des tiges métalliques. Bien, le delta 2 à W2 petit peut être potentiellement très grand, beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pour le delta 1, donc le W2 doit absolument être proportionnellement petit, et donc plus petit que le W1 pour que la compatibilité des déplacements puisse être vérifiée. Ok, donc cette barre-ci étant beaucoup plus molle, attire moins d'efforts. Ok, ce système porteur-là étant plus raide, attire plus d'efforts, la raideur donc appelle l'effort. Ok. Alors une autre caractéristique vraiment bien particulière de l'hyperstaticité est liée à la redondance. Donc quand on a une structure qui est isostatique, imaginons que pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment une approche qu'on développe énormément, je dirais depuis les 10 ou 15 dernières années. Qu'est-ce qui se passe si on perd un élément porteur? Imaginons qu'il y a un impact, une explosion ou n'importe quoi ici, inattendu aux côtés d'une colonne d'une structure isostatique. Eh bien, si on transforme cet élément-là en un élément qui devient un mécanisme, notamment ici, j'ai représenté l'apparition d'une rotule plastique, on aura l'occasion de discuter de l'apparition de rotules plastiques plus tard, mais imaginons qu'on a un mécanisme qui se forme et qu'on perd la colonne ici à gauche, par exemple parce qu'une voiture est venue la percuter, bien, la structure isostatique se transforme tout de suite en un mécanisme. Okay, elle a perdu complètement sa raideur. En revanche, une structure hyperstatique, si je lui supprime la colonne de gauche, imaginons même que je l'ai carrément coupée comme je l'ai représenté ici, eh bien vous voyez qu'elle peut rester isostatique. Donc cette structure-là, elle est isostatique. Alors ok, elle a perdu une colonne, mais la dalle qui se trouve là au-dessus n'est pas nécessairement ruinée. Et tant que le moment de flexion ici, tant que le moment de flexion au niveau de l'appui intermédiaire n'est pas trop important, la dalle peut continuer de survivre. Ok, donc la redondance est quelque chose d'excessivement important dans les structures hyperstatiques, et c'est ça qui a gouverné aussi la forme des différents ponts, des différentes structures qui ont été construites depuis les années 50. Alors, pour finir, un autre principe qui est utile et qu'on utilisera énormément dans le cadre du cours, c'est le principe de superposition que normalement vous connaissez déjà, donc je le rappelle. Pour des structures dont le comportement est élastique linéaire, l'effet d'une combinaison linéaire, donc si je considère un ensemble de sollicitations P que je combine à l'aide de multiplicateurs lambda, donc si je combine linéairement des sollicitations et que je m'intéresse à l'effet de cette combinaison linéaire, par exemple le déplacement sous l'effet d'une combinaison de sollicitations, ou un effort intérieur sous l'effet d'une combinaison de sollicitations, eh bien le principe de superposition nous dit que cet effet n'est rien d'autre que la même combinaison linéaire des effets qu'on aurait obtenus en prenant chacun des efforts indépendamment les uns des autres. Okay, et donc ça c'est valable pour des déplacements relatifs, des contraintes, des réactions, des moments de flexion, des efforts intérieurs, etc. etc. Voilà. Alors à ce moment, je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans les notes de cours. Il y a quelques autres informations importantes relatives aux spécificités de l'hyperstaticité. Par exemple, la susceptibilité relative au tassement d'appui et une autre série de détails qui sont peut-être moins importants dans le cadre de ce cours-ci, mais qui sont aussi des informations importantes relatives aux structures hyperstatiques. Voilà, ceci clôture donc la partie introductive du cours. Et donc je vous invite, lorsque vous êtes prêts, à entamer la vidéo suivante relative au théorème énergétique.